Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine. Vous regardez votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, nous parlerons du National Foot qui était à sa 22e journée. Nous parlerons également des coupes africaines des clubs. Et nous ferons un tour par du basketball et parler de l'Afro-Basket 2015. Nous terminerons cette émission avec le thème de la semaine. Les joueurs africains animeront-ils les championnats européens? Voilà, sur ce plateau avec moi, Abdoul Aziz Maïga de la rédaction de Canal 7. Bonsoir Abdoul Aziz. Bonsoir Willy, bonsoir à tous les téléspectateurs et amoureux du ballon rond et encore du sport. Comment vas-tu, Aziz? Je vais très bien après un week-end assez tendre, après un week-end et aussi un peu chargé avec les préparatifs du 17 août. Nous sommes encore là pour servir le meilleur de nous. Alors, de quoi chez vous encore là, de chez nos amis à Sobedo? Sobedo, à Nissogoma, à Nissous et à toute l'Afrique de l'Ouest, particulièrement à le Mali et le Togo. Alors, on dit donc bonsoir à tous nos amis maliens qui nous regardent depuis Bamako. Et également avec moi sur ce plateau, Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Comment vas-tu Mamadou? Très bien. Alors, et comment ça a été, on va dire, le week-end? Oh, très chaud. Très chaud, un peu froid. Et puis, mais c'est aussi l'occasion de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Gabonais. Ouais. C'est le 17 août. Et aussi à tous les Africains qui sont branchés sur Canal 7 pour suivre l'émission 7 Sports. Nous leur disons bonne réception et puis bonne soirée avec la perspective de nous offrir tout ce qu'ils veulent savoir sur le sport africain et le sport à travers le monde. Alors, et à Dakar, on dit comment on dit bonjour à Dakar? Nangadef. Magnifique. Magnifique. Alors également, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Dakar, Kaolack, Ziguinchor. Alors à vous, on dit Mangalef et on répond Magnifique. On dit également bonsoir à nos amis qui nous regardent depuis Bangui en Centrafrique. Et là on dit Mibaramo. À nos amis du côté de N'Djamena au Tchad. Et là on va dire Lalé. Je pense bien que c'est ça. Mamadou, n'est-ce pas? Ouais. Mais voilà. Également, comme le disait Mamadou, pour compléter, souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Gabonais qui nous regardent actuellement. Nous allons commencer cette émission tout de suite avec le National Foot au Gabon. Manga Sport est champion après leur nul en déplacement respectivement face à Missile FC 0-0 au stade Mononant et face à l'AS Pélican 0 but partout également au stade de Jean Koumou. Le leader invaincu, l'AS Manga Sport, compte désormais 13 et 14 points d'avance sur son nouveau et ex-dauphin Akanda FC et le CF Mounana à 4 journées de la fin du championnat. Mathématiquement, le club de la Comilog est officiellement champion du Gabon pour la seconde fois d'affilée, soit le premier doublé de l'ère professionnelle. Alors Mamadou Niang, Manga Sport a quelques 4 journées de la fin de ce championnat. On jouait la 22e journée le week-end dernier, samedi et dimanche dernier. Et là, du coup, Manga Sport a 13 points d'avance devant ses poursuivants directs. Et mathématiquement, le club de la Comilog est sacré champion, on va le dire. Mathématiquement, sacré champion. Et nous disons bravo à Manga Sport pour le parcours extraordinaire qu'il vient de réaliser. Je crois que dans les annales du football, du sport gabonais, même du sport africain, il est très rare de voir une équipe faire un parcours sans faute, surtout en championnat, qui est une épreuve de régularité. Souvent, on peut faire un faux pas ou bien deux faux pas, mais Manga Sport a surfé sur sa réussite l'année dernière. Il faut se rappeler également que ce sont les champions en titre, les champions sortants. Ils ont été champions, ils sont revenus avec les mêmes aptitudes. Ensuite, peut-être que l'équipe s'est améliorée davantage, a tiré les enseignements de la saison dernière, s'est améliorée à tous les niveaux. Donc, ils ont refait le même parcours, sinon même un meilleur parcours que l'année dernière pour devenir champion. Maintenant, il faut penser à l'Afrique. Je pense que l'année dernière, ils étaient revenus en Afrique, ils étaient sortis aux préliminaires. Cette année, certainement, ils vont viser
la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un très beau champion qui a su s'imposer de la première journée à la 22e journée. Ils peuvent croiser les doigts pour les 2 dernières journées pour peut-être réussir l'exploit de réaliser un parcours sans faute. Alors, Abdelaziz Maïga, Mangasport FC, l'équipe de la Comilog aujourd'hui n'a plus qu'un objectif. Mathématiquement, cette équipe est sacrée champion du Gabon pour la 2e fois consécutive. Mais aujourd'hui, le défi de cette équipe serait peut-être de faire un résultat plus que satisfaisant en compétition continentale. Ce serait le premier objectif. Mais aussi de terminer le championnat, comme le disait Mamadou tout à l'heure, sans perdre. Ce serait aussi terminer en beauté ce championnat. Effectivement, Willy, vous faites bien de le souligner. Mangasport est presque champion, sinon déjà champion. Et déjà féliciter l'équipe de la Comilog qui fait cet exploit en ayant déjà 13 points en avance sur son poursuivant immédiat Akanda FC qui a 35 points. C'est un exploit à 4 journées de la fin du championnat. C'est un exploit qui est vraiment rare, surtout sur le continent et surtout en Afrique subsaharienne. Mangasport est dans cet élan de l'année dernière en confirmant qu'il est une équipe sur laquelle on peut compter sur le continent. Mais le hic est que il survole certes le championnat national, mais arrivé en compétition continentale, Mangasport laisse encore à désirer parce qu'il n'arrive pas à la phase finale du championnat des championnats africains. Et je pense que, vu l'expérience qu'ils ont eue cette année en sortant prématurément de cette compétition africaine et avec le double trophée ou encore le double titre qu'ils ont, l'équipe doit être revue ou encore fait pour pouvoir avoir une équipe une ossature continentale et rivaliser avec des grandes équipes du continent. Sinon, on risquerait encore de revenir à la maison prématurément. Voilà donc Mangasport est mathématiquement sacré champion du Gabon pour la 2e fois consécutive. Le classement donc au sortir de cette 22e journée, Mangasport est en tête avec 48 points. Akanda suit avec 35 points à quasiment 13 longueurs du leader Mangasport. 3e le CF Mounana 34 points. 4e Missile 34 points. 5e Uzo 33 points. 6e le Football Canon 105 31 points. 7e la OCMS 29 points. L'AS Pélican est 8e avec 26 points. 9e Stade Micovayan, 20 points, goal différence, moins 7. 10e Uzo, 20 points, goal différence, moins 10. 11e Port-Gentil Football Club, 20 points, goal différence, moins 15. 12e Ombi Landiami, 16 points, goal différence, moins 13. Et la lanterne rouge, les deux lanternes rouges, Ombi Landiami et AS Solidarité. Et là encore, Mamadou, pour terminer avec ce championnat national du Gabon, Ombi Landiami qui a donc concédé un match nul hier, a donc eu un point précieux qui l'a permis de partir de la 13e à la 12e place. Il reste 4 journées. 12 points sont là devant cette équipe de Ombi Landiami. Il va falloir aller les chercher, tous ces 12 points, pour pouvoir peut-être totaliser 26 points et se maintenir. Mais ça va être quand même des véritables, on va dire, les travaux d'Hercule vont commencer pour cette formation de Ombi Landiami. Ça va être très difficile parce que la formation de Ombi Landiami ne présente pas quand même des atouts qui peuvent permettre d'espérer quand même remonter la pente. On sait que cette équipe, depuis 3 ou 4 ans, connaît les mêmes difficultés. À chaque fois, ils sont obligés de jouer, d'attendre les dernières journées pour jouer le maintien. Cette année aussi, c'est la même chose. Je pense que ce serait dommage quand même. Ce serait dommage de voir une équipe traditionnelle, aussi populaire qu'Ombi Landiami, descendre en 2e division. Ça a été un peu dommage également, comme on l'avait eu également avec le FC 105 qui étaient descendus en 2e division pour revenir. Alors, je pense que les dirigeants et les joueurs vont faire le maximum pour les dernières journées pour essayer de maintenir l'équipe en 1re division. Mais c'est encore bien dommage, une perte vraiment pour le football gabonais, pour le football populaire, pour tout ce que ce club-là a fait, surtout en Afrique, que l'équipe puisse ensuite redescendre en 2e division, simplement parce qu'il y a eu peut-être des difficultés quelque part, sur le plan technique, sur le plan de la gestion même, de la gestion de l'équipe. Et donc ils ont 3 journées ou 4 journées pour essayer de réussir l'exploit. Remonter la pente parce que c'est difficile. Cette journée, il est là. De réussir l'exploit, c'est vraiment difficile. De réussir l'exploit de se maintenir. Mais c'est extrêmement difficile. Mais voilà.
Et également préciser que tous les résultats et le programme de la prochaine journée, vous les aurez au cours de l'émission Gabon National Foot qui passe depuis vendredi dernier sur votre chaîne panafricaine. C'est l'émission consacrée exclusivement au National Foot au Gabon. Nous allons donc poursuivre cette émission pour parler de la Ligue des Champions. Et Mamadou, il faudrait quand même préciser que la 4e journée de la Ligue africaine des clubs champions de football disputée ce week-end a livré ses premiers verdicts avec la qualification de l'UISM d'Alger en demi-finale et l'élimination du Mouloudia d'El Helman qui a enregistré 4 défaites en autant de matchs joués. La 5e journée sera décisive pour les 3 dernières places qualificatives en demi-finale. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Champion d'Algérie en titre, l'USM d'Alger est devenu la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire 1-0 sur le Mouloudia d'Elme d'Algérie. La formation algéroise enregistre ainsi sa 4e victoire en autant de sorties dans la phase de groupe. Dans le même temps, l'entente sportive de Sétif, tenant du titre, sera éliminée de la compétition si les Soudanais d'El-Méric parviennent à gagner l'une des 2 rencontres qu'il reste à disputer. Avec 4 défaites en autant de rencontres disputées, le Mouloudia Club est la première formation éliminée de la compétition. Dans le groupe A, il faut attendre la prochaine journée pour espérer voir la situation se décanter, même si le tout-puissant Mazambé, avec 2 victoires et 2 matchs nuls, occupe les devants de la scène avec 8 points au compteur. Maghreb Tétouan et El Hilal du Soudan n'ont pas dit le dernier mot. Avec 5 points au compteur, il reste à l'affût d'une place qualificative en demi-finale de la Champions League. Quatrième avec 4 points au compteur, l'Osmo a l'obligation de gagner ses 2 derniers matchs pour espérer une qualification qui serait historique pour une première participation à Ligue des Champions. La 5e et avant-dernière journée sera décisive pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, édition 2014-2015. Alors, Mamadou Niang, la Ligue des Champions a livré ses premiers verdicts. Et déjà, certaines équipes ont arraché leur qualification pour les demi-finales. Oui, certaines équipes ont arraché leur qualification pour les demi-finales. C'est un peu presque... En fait, c'est un peu l'exemple de l'USM d'Algérie qui a déjà 12 points, oui. 12 points au compteur. Donc, qui ne peut plus être rejoint par les autres. Et ensuite, il vient en deuxième position El Méric du Soudan. El Méric du Soudan, qui a besoin d'un seul point pour accéder en demi-finale. Dans l'autre poule, c'est le TP Mazambé qui, sans surprise, est revenu également et sur le point de se qualifier pour les demi-finales. Il y a aussi le Maghreb de Tétouan qui arrive avec 5 points, mais qui n'est pas encore qualifié. Et tout compte fait, donc... Après la prochaine journée, tout devrait se décanter pour les qualifications. Mais d'ores et déjà, l'USM et le TP Mazambé peuvent être considérés comme déjà qualifiés en demi-finale. Pour les demi-finales de cette Ligue des Champions africaine. Parlons de la Coupe de la Confédération africaine. Le Zamalek du Caire et l'Étoile sportive du Sahel de Tunis occupent les commandes des groupes A et B à l'issue de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. L'Espérance de Tunis s'est relancée en allant s'imposer sur le terrain du stade malien de Bamako. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve. Après avoir quitté la L1 française en 2007 pour le championnat allemand, l'ancien international algérien Alter Yahya fait son retour avec Angers. S'il n'a pas encore été appelé par son club pour participer aux premières journées de championnat de France, il reste néanmoins un homme d'expérience pour le vestiaire angevin promis cette saison. Antar avait permis à l'Algérie de se qualifier à la Coupe du monde de football Afrique du Sud 2010 en inscrivant l'unique but du match de barrage face à l'Égypte au Soudan. Si Antar poursuit sa carrière, Mehdi Lassène a décidé de tirer sa révérence avec les Fennecs. À 31 ans, le jeune de Retafé a décidé de ne plus jouer pour la sélection nationale selon le premier responsable de la fédération. Mehdi Lassène a participé aux 2 dernières Coupes du Monde avec l'équipe nationale en Afrique du Sud 2010 et au Brésil 2014 où il a connu un 8e de finale historique face à l'Allemagne. Mehdi,
a participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations, en 2013 en Afrique du Sud et en 2015 en Guinée équatoriale. Mehdi Lassène, qui compte 44 caps avec les Fennecs, avait inauguré sa première participation avec l'équipe nationale face à la Serbie en mars 2010. Madou Niang, le Zamalek en compétition, donc en coupe de la Confédération africaine de football, ne fait pas dans la dentelle. Tranquillement, avec son homologue, occupe les têtes des groupes A et B. Les Zamalek occupent la tête du groupe B, oui, avec Orlando. Oui. Ils ont 9 points, tout comme les Sud-Africains. Ils avaient fait un parcours sans faute durant la phase aller, 3 matchs, 3 victoires. Malheureusement, à la première journée de la phase retour, ils sont allés se faire battre par les Léopards de Dolisie, qui étaient dos au mur, qui devaient, en principe, remporter une victoire, sinon dire adieu à la compétition. Donc, les Léopards de Dolisie s'est imposé face aux Zamalek d'Égypte, aux Zamalek du Caire. Donc, ce qui lui a donné 4 points au classement. Ensuite, il y a aussi le Sfax, le club sfaxien qui est déjà éliminé, qui compte 1 point. Donc il faut attendre peut-être la prochaine journée pour savoir est-ce que les Zamalek et Orlando, qui sont en tête, seront définitivement qualifiés. C'est sûr et certain que si l'une de ces équipes-là réussit à avoir une victoire, ce serait dans la poche pour les demi-finales. Mais on ne faut pas peut-être remettre en question leur qualification pour la demi-finale. Mais tout qu'on fait, c'est un parcours 3 victoires et puis une défaite. Je crois que les Égyptiens sont mieux placés, sont bien placés, tout comme les Sud-Africains, pour terminer en tête de leur groupe et se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, dans l'autre poule, c'est l'Étoile du Sahel également, qui est en tête avec 9 points, suivi d'Al-Ali qui a 7 points. Là, le groupe est beaucoup plus resserré. Il y a le Stade malien qui vient en 3e position, qui compte 4 points. Le Stade a été battu malheureusement à domicile, au stade de Modibo Keïta l'autre jour par l'Espérance de Tunis. Oui. En fait, l'Espérance de Tunis était au but. Jusqu'à présent, l'Espérance de Tunis avait 3 matchs, 3 défaites. Donc il leur fallait réussir l'exploit à Bamako. Ils sont partis. Il y a eu même, le match a été rejoué parce qu'il y a eu une forte pluie qui a contraint aux arbitres de renvoyer le match le lendemain. Le lendemain, ils sont revenus, mais au premier match, ils avaient déjà un but d'avance. Donc, ils ont maintenu le résultat le lendemain. Donc, ce qui leur fait 3 points. Donc, ils ont 3 points. Le Stade malien a 4 points. Les autres ont 9 points et 7 points. Donc, il faut se battre jusqu'à la dernière journée, certainement, pour assurer la qualification et la première place dans le groupe A. Voilà, donc, Abdelaziz Maïga, Orlando Pirates, aujourd'hui, se retrouve à un niveau assez élevé de cette compétition. Orlando Pirates est le tombeur du CF Mounana dans cette coupe de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on peut considérer cela, surtout pour les joueurs gabonais, comme une consolation de savoir que c'est une équipe qui a été éliminée par aujourd'hui, cette équipe qui joue la première rôle dans cette compétition? Pas comme une consolation, parce que si ça devait être une consolation vraiment, si le club gabonais était représenté dans cette compétition. Mais toujours est-il que Orlando Pirates fait déjà un bon parcours parce qu'ils arrivent à tutoyer les grands du championnat ou encore les grands clubs africains. La preuve en est que selon le classement que vient de nous décliner Mamadou, les 2 groupes sont occupés par des clubs du Nord. Ce qui veut dire aujourd'hui que les clubs du Nord sont mieux organisés, mieux structurés. Et il y a un classement qui se décline en voyant déjà ces équipes. Al-Ali, Étoile du Sahel occupe la première place dans le groupe A, suivi de Al-Ali, ce sont 2 clubs du Nord. Et dans le groupe B, Zamalek suivi d'Orlando Pirates. Et voyant la structure de ces 4 équipes, on sent qu'il y a un travail de fond qui est fait. Il faudrait que les autres équipes, comme le Stade malien, l'AC Léopard aussi, arrivent à suivre, redynamiser leur organisation pour pouvoir aussi tutoyer ces grands du football africain, ces grands clubs du football africain qui ne cessent de dominer les clubs africains depuis quelques années. Voilà, donc nous allons poursuivre cette émission pour parler de transfert. Seydou Doumbia et Aaron Apinangoy. Les internationaux ivoiriens Seydou Doumbia et gabonais Aaron Apinangoy ont changé de destination. L'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire, qui évoluait à l'AS Roma, a rejoint le CSKA Moscou, tandis que le défenseur des Panthères du Gabon
a pris le chemin d'Evian Toyan-Gaillard en Ligue 2 française. On regarde ce reportage de Mamadou Niang. L'international ivoirien Seydou Doumbia a été prêté par l'AS Roma au CSKA Moscou, club qu'il avait quitté en janvier dernier pour la capitale italienne, a annoncé le CSKA dans un communiqué publié sur son site internet. L'attaquant ivoirien âgé de 27 ans est prêté par le vice-champion d'Italie jusqu'à la fin de la saison 2015-2016 avec la possibilité de prolonger jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. En janvier dernier, il avait été transféré à l'AS Roma pour un montant de 14 millions d'euros sans parvenir à s'imposer dans la capitale italienne. Retombé en Ligue 2 française cette saison, Evian Toyan-Gaillard a enregistré l'arrivée du défenseur central des Panthères du Gabon, Aaron Apinangoy. L'international gabonais, âgé de 23 ans, est prêté pour une saison avec option d'achat par le club gabonais CF Mounala, vice-champion sortant du championnat professionnel gabonais édition 2013-2014. En Ligue 2 française, le Gabonais espère rehausser son niveau de jeu pour gagner une place de titulaire dans l'axe central bien garni des Panthères du Gabon dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. La deuxième journée des championnats européens de football a été marquée par l'illustration de certains footballeurs africains. Pierre-Emerick Aubameyang, André Ayou, Mame Biram Diouf, Henri Saivet et Eric Choupo-Moting ont été buteurs dans leurs formations respectives. Mamadou Niang. La deuxième journée des championnats allemands, anglais et français de football disputés samedi a été marquée par l'illustration de certains attaquants africains, buteurs de leurs formations respectives. En Bundesliga, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des principaux acteurs de la large victoire du Borussia Dortmund sur le Borussia Mönchengladbach sur le score de 4-0. Buteur et auteur d'une passe décisive, le capitaine des Panthères du Gabon annonce la couleur d'une équipe qui veut repartir à la conquête du titre de champion d'Allemagne face à l'ogre bavarois. Le Camerounais Eric Choupo-Moting, auteur d'un but, a participé au large succès de Schalke 04 sur Werder de Brême 3-0. En Ligue 1 française, le Sénégalais Henri Saivet a honoré son brassard de capitaine. Le milieu de terrain des Lions de la Teranga a permis aux Girondins de Bordeaux de ramener le point du match nul de leur déplacement au stade Geoffroy-Guichard. En Angleterre, André Ayou a confirmé sa belle forme en inscrivant son deuxième but en 2 matchs disputés sous ses nouvelles couleurs. Le Black Star a inscrit l'un des buts qui ont permis à Swansea de s'imposer face à Newcastle. L'international sénégalais Mame Biram Diouf n'est pas un reste. L'avancante des Lions a inscrit le but égalisateur de Stoke City sur le terrain de Tottenham. Parlons cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. 5 jours après la déflagration causée par le départ de Marcelo Bielsa, le président de l'Olympique de Marseille a purement et simplement reconnu qu'il ne pouvait pas jeter Bielsa avec l'eau du bain. On regarde ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. La démission surprise de Marcelo Bielsa a été une grande déception pour les supporters de l'Olympique de Marseille, a confié le président olympien en conférence de presse. Et puis c'était bien évidemment aussi un peu beaucoup même de déception à titre personnel, parce que c'était pas à l'auteur de l'investissement qu'on avait fait sur lui, de déception sur la forme aussi, parce que j'aurais préféré qu'ils me le disent plutôt que de me passer une lettre à l'issue de la rencontre avant d'aller vous voir. Et effectivement aussi de déception aussi sur le fond. On a bâti cet effectif ensemble, on a des ambitions pour la saison et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez cruel sur l'instant. Après, est-ce qu'il y a de la colère? Absolument pas. Et est-ce qu'il y a des inquiétudes? Non plus. Voilà, non plus. Je pense qu'on a les bases de travail aujourd'hui que Marcel nous a apporté depuis un an pour travailler, pour s'améliorer dans notre fonctionnement. On a un effectif de qualité. Vincent Labrille a loué les qualités de l'ancien coach de l'Argentine et du Chili qui a permis à l'OM de réaliser de belles prestations la saison écoulée.
C'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère, contrairement à sa réputation. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit beaucoup. Quand sa décision est prise, elle est prise de façon ferme et définitive. Il est imprévisible, mais là encore une fois, on ne découvre pas que Marcelo Bielsa est quelqu'un d'imprévisible. On l'a pris et je l'assume totalement en connaissance de cause, avec ses qualités, elles sont nombreuses, et ses défauts, il y en a. Ça fait partie du personnage. C'est aussi pour ça qu'on a eu un grain de folie qui a volé au-dessus de Marseille et du Vélodrome l'année dernière. Donc voilà, donc je pense que c'était absolument pas possible de le faire laisser. Sa décision a été prise ferme et définitive. En attendant l'arrivée prochaine de l'entraîneur de haut niveau, l'Olympique de Marseille sera coaché par l'adjoint de Bielsa, Franck Passy. L'actualité footballistique de la semaine ou du week-end a été tout simplement la Super Coupe d'Europe qui a donc vu la formation du FC Barcelone s'imposer difficilement 5 buts contre 4 devant le FC Séville. Mamadou Niang, nous allons parler de cette rencontre où le Barça a souffert, mais s'est imposé tout de même difficilement 5 buts contre 4 devant Séville. Cela montre à suffisance quand même que le Barça se remet difficilement de sa Champions League. C'est vrai que c'est l'équipe qui est championne qui détient le titre européen de cette Champions League européenne, mais que bon, le départ est tout de même difficile, même s'il y a eu cette victoire. Bon, je crois que quand on revoit un peu le déroulement de cette finale, c'est que le Barça a déjà déroulé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, déjà après quelques minutes, en deuxième mi-temps, il menait 4-1. Et à 4-1, l'équipe s'est dit certainement que bon, c'est déjà dans la poche. Il y a eu des compressions, ensuite bon, ils se sont laissés aller. Je crois que c'est là que Séville également n'avait pas baissé les bras, avait continué à y croire. Et comme physiquement aussi, il me semble que j'ai vu que l'équipe du Barça avait quand même beaucoup de problèmes sur le plan physique, parce qu'ils ont terminé difficilement le match. Mascherano et Messi, qui n'avaient pas fait la préparation parce qu'ils étaient partis à la Coupe América, voilà, n'étaient pas à niveau sur le plan physique. Barça évolue, il y a eu des changements au niveau de la défense, ensuite quelques perturbations technico-tactiques qui ont fait que Séville est revenu pour égaliser d'abord. Et ensuite, le Barça a eu la chance de marquer un cinquième but en fin de match. Même après le cinquième but, Séville a eu l'occasion d'égaliser, de revenir à 5-5. Ouais, avec Adel Rami, qui a raté une occasion pratiquement toute faite pour revenir à 5-5. Donc physiquement, ça veut dire que cette équipe du Barça n'est pas encore prête sur le plan physique. Et sur le plan défensif aussi, ils ont beaucoup de boulot à faire. L'année dernière, c'était la meilleure défense du championnat. Mais si vous encaissez 4 buts déjà en début de saison, ça veut dire que vous avez des problèmes défensifs qu'il faut. Et c'est un gros chantier pour Luis Enrique pour la saison à venir. Mais Séville n'a pas démérité aussi. Elle avait la possibilité de revenir au score et pourquoi pas de gagner. Mais c'est sûr que, comme vous voulez le dire, le Barça de l'année dernière, ce n'est pas le Barça qu'on a vu contre Séville la fois dernière. Abdulaziz Maïga, une défense barcelonaise qui prend quand même 4 buts. C'est vrai que bon, on ne va pas sous-estimer la qualité des attaquants du FC Séville, mais là encore une nouvelle fois, le FC Barcelone a montré des insuffisances sur le plan défensif. Effectivement, Willy, le FC Barcelone a manqué des insuffisances, et on cesserait de le dire, des insuffisances dues simplement à leur engagement l'année dernière, parce qu'ils jouaient sur tous les tableaux. C'était les mêmes joueurs qui étaient utilisés sur ces différentes compétitions, et ces mêmes joueurs ont encore disputé des compétitions hormis leur club. On parlait à l'instant de Messi qui était représenté en Argentine lors de la Copa América. Ce qui veut dire que physiquement, les joueurs barcelonais ne sont pas encore prêts pour pouvoir reprendre, pour pouvoir s'adapter, s'acclimater à cette nouvelle reprise du championnat. Et la machine à Luis Enrique n'est pas encore vraiment huilée. C'est bien vrai que le plan tactique est là, mais il faut encore une carburation assez forte pour pouvoir redonner l'élan au FC Barcelone qu'on connaît, parce que le système de jeu développé, le match n'était pas vraiment alléchant.
certainement pas parce qu'on parle de cette fraîcheur physique qui n'est pas encore là. Ils ont marqué, mais si on laissait encore un peu de temps, peut-être que le match devait se terminer sur un score nul après le temps réglementaire. Mais la chance est revenue au FC Barcelone. Ils sont sortis gagnants de ce match, 5-4. Mais il faudrait que Luis Enrique puisse reprendre vite sa machine pour pouvoir relancer son équipe et attaquer le championnat. Mais est-ce qu'on peut dire à Abdelaziz Maïga que le trop-plein des matchs qui a fait en sorte que, même si le Barça s'est imposé, mais que le Barça ait connu d'énormes difficultés? Effectivement, le trop-plein de matchs, comme on le disait, c'est ce qui relie l'aspect physique de ces joueurs. Est-ce qu'ils ont eu le temps de récupérer? On parlait à l'instant de Messi. Non seulement Messi, il y a un autre joueur argentin qui joue aussi dans cette équipe. Et ce sont des ténors de cette équipe qui sont presque épuisés. Mais quand est-ce qu'ils vont récupérer pour pouvoir revenir? Mais je pense que le club Barcelone est un grand club. Ils sauront comment permettre à ces joueurs de récupérer. Il y aura un temps d'adaptation, il y aura un temps de récupération, un temps pour pouvoir relancer la machine. Et j'espère que Luis Enrique, tel qu'il sait bien le faire, il le fera très bien. Les supporters du Barça seront très ravis de retrouver le Barça avec sa messe ou encore ses matchs à avec Suarez, Messi, Neymar. Et tout récemment, j'écoutais l'un défenseur axial du Barça qui disait que ce sont ces joueurs qui donnent la forme à l'équipe. Et quand ils ne sont pas en forme, c'est l'équipe qui prend de l'eau. Et on espère tout simplement qu'ils reviendront au meilleur de leur forme le plus tôt possible. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas parler de trop plein de matchs en début de saison. Les équipes ont repris. Il y a peut-être le problème. Oui, mais il y a la pause, c'est vrai, mais elle est courte. La pause n'a pas été avantageuse. Il y a la pause qui est courte, mais il faut intégrer la préparation hivernale. Ce sont des équipes, toutes les équipes en début de saison ne sont pas encore en forme. Elles ont fait une préparation hivernale, un travail foncier. Il faut attendre la 5e, 6e, 7e journée pour voir les équipes. Les retombées. Et non seulement l'exemple est encore palpable avec Chelsea. Il y avait beaucoup de joueurs de Chelsea qui étaient aussi sur d'autres fronts après le championnat national. La preuve en est que Chelsea peine à retrouver le haut du tableau, classé 16e maintenant, et cela laisse des frayeurs. Peut-être que c'est pas l'exemple. Et Chelsea a perdu cet après-midi, il faut le signaler, contre Manchester City. Encore, voilà, ce qui veut dire que après la préparation d'avant-saison, il faut aussi permettre à ces équipes de pouvoir s'adapter parce que les supporters réclament beaucoup. J'entendais tout récemment comment les supporters de Chelsea étaient fâchés. Notre club ne gagne pas, mais il faut laisser. On n'est qu'au début du championnat, 2 journées, 3 journées, mais il faut laisser l'équipe s'adapter progressivement. Il est bien vrai que ce sont des équipes à qui on demande des résultats sur toutes les compétitions, mais je pense que Barcelone nous redonnera un très beau spectacle dans les prochaines rencontres. Voilà, malgré la victoire, il faut le dire, du FC Barcelone, mais la formation du FC Séville n'a tout de même pas démérité. Et bravo, bien sûr, à cette équipe. D'une super coupe à une autre, après la super coupe d'Europe, le FC Barcelone a joué une autre super coupe, cette fois-ci la super coupe d'Espagne, face à l'Athletic Bilbao. Et là, 4-0 s'il vous plaît, victoire de l'Athletic Bilbao devant le FC Barcelone. Amadou, on va dire que bon, finalement, les 5-4 ou encore ce score de 5-4 contre le FC Séville, le Barça a laissé beaucoup de plumes et puis bon, cela se répercutait face à l'Atlético Bilbao. Score final 4 pour l'Atlético Bilbao et 0 pour le Barça. Mais justement, on parlait de la préparation et des difficultés sur le plan défensif qu'a rencontré l'équipe du Barça contre Séville. Et ces difficultés se sont prolongées contre Athletic Bilbao. Et ensuite, contre Athletic Bilbao, pratiquement, il y avait une défense complètement remaniée. On avait Marc Bartra, on avait Vermeulen, on avait Adriano et on avait Alves. Ça, ce n'est pas la défense du Barça. C'était dans l'optique de pouvoir reposer certains jours et ensuite peut-être de limiter les dégâts et penser peut-être sortir de Bilbao avec un beau résultat, peut-être avec un match nul ou bien avec une petite victoire ou bien une courte défaite. Mais là, ils ont été pratiquement dominés pendant 90 minutes par Bilbao. Ils ont pris 4 buts. Et là, il faudrait être vraiment très, très, très fort pour remonter le score de 4
de 4-0. C'est dire simplement que cette équipe n'est pas encore prête. En fait, dire que... À 100% prêt. À 100%, elle ne pourrait même pas être à 50% prête après. Les championnats n'ont même pas encore démarré. Est-ce que ce genre de défaite, surtout 0 but contre 4 face à Séville, ne peut pas installer le doute au sein de cette formation du Barça? Là, je ne pense pas que ça installe un doute au sein de cette formation du Barça. Ils sont quand même... C'est des professionnels, c'est des gens qui savent, une grande équipe, qui savent là où ils vont. On dit souvent que les équipes comme le Barça, comme le Bayern Munich, comme le Real, sont en forme au mois de février. Oui. C'est au mois de février, là où il faut être en forme pour que la machine s'est mise en compétition. Actuellement, ils sont au stade des essais, ils sont au stade de la mise en place de l'effectif. La preuve, même contre Bilbao, en dehors de cette défense expérimentale, Rakitic et Iniesta sont entrés dans les 15 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Pour essayer de... Ouais. Pour essayer de colmater un peu, de colmater les brèches. De sauver l'honneur, on va le dire. Mais c'est sûr qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire. Et puis, il y a aussi l'absence de Neymar aussi, qui n'a pas encore commencé à compétir. Mais cela, dans le cours normal de la préparation, c'est une équipe qui est en train de se préparer, qui sait là où elle va. Mais ce serait extrêmement difficile quand même de remonter le score de 4-0 pour maintenant. Ça va se jouer ce soir. Ce soir, ce sera le match retour. On verra. Est-ce que Enrique va mettre en place son classement type? Ou peut-être que la rencontre se joue maintenant, peut-être. On pense bien parce qu'il est exactement 20h et plus. Non, elle se joue dans quelques minutes encore. Ça vient de 2h chez nous. Et Willy, comme le disait tout à l'heure Mamadou, le score de 4-0 pour les observateurs avertis ne doit pas être un scandale. Parce que le match d'avant, le score était déjà de 5-4. Comme on le disait à l'instant, cette charnière expérimentale... La défense du Barça a quand même encaissé 8 buts en 2 rencontres. 8 buts en 2 rencontres, et c'est ce qui inquiète un peu les supporters du Barça. Et cette défense expérimentale n'est que la conséquence de cet effort, encore la conséquence de ce manque d'engagement de la part du staff du Barça. On parlait tout à l'heure de cette carburation, encore de cette fatigue ressentie au sein de l'équipe. Je pense que si Luis Enrique a mis cette défense expérimentale, c'est pour pouvoir aussi mettre la charnière centrale au repos pour pouvoir entamer le championnat dans de bonnes conditions. Parce que la Supercoupe d'Espagne, je ne pense pas que ça soit une compétition assez importante. Mais je pense qu'en Espagne, c'est quand même le cas parce qu'en Espagne, que ce soit la Coupe du Roi, la Supercoupe... C'est bien vrai, mais le championnat est encore plus important. Je pense qu'aujourd'hui, le Barça est en train de ressortir, va essayer de ressortir de son gond, montrer qu'il est un club sur lequel on peut compter partout dans le monde. Et j'espère qu'ils pourront renverser la vapeur, mais ça va être très difficile parce que 4-0, les carottes sont presque cuites. Manu disait que la rencontre retour se jouait maintenant, peut-être dans quelques minutes, dans quelques heures. Oui, dans quelques minutes, oui. On attend la réaction du FC Barcelone. Au Nou Camp, on attend la réaction du FC Barcelone. Et c'est sûr que l'équipe va réagir. Oui, on espère bien que le FC Barcelone va réagir. Alors nous allons poursuivre cette émission et attaquer à la deuxième partie de celle-ci. Et nous allons parler de basketball, de l'Afro-Basket 2015. Le Gabon et l'Égypte vont donc jouer le match d'ouverture de cette compétition. Nous regardons ce reportage de Mamadou Niang et on se retrouve pour en parler. Le match Gabon-Égypte donnera le coup d'envoi de l'Afro-Basket masculin prévu en Tunisie du 19 au 30 août 2015. Vice-champion d'Afrique en titre, les Pharaons qui avaient perdu la finale de l'édition 2013 contre l'Angola sur la marque de 57-40 voudront bien entamer la compétition face aux Panthères du Gabon qui retrouvent la compétition après plusieurs éditions d'absence. Le Gabon n'a plus participé à l'Afro-Basket depuis 2005. Les partenaires d'Azumou Francis ne descendront pas sur le Taraflex la fleur au fusil. Au contraire, il s'agira de marquer d'entrée le retour à la compétition majeure du basketball continental. Pays organisateur, la Tunisie entre en lice en fin de journée face à l'Ouganda. Assis favori du duel,
Les Aigles du Carthage voudront bien marquer leur territoire dès l'entame de la compétition. Les autres rencontres de la journée d'ouverture de l'Afrobasket 2015 mettront aux prises le Nigeria à la République centrafricaine, le Cameroun au Mali. L'Afrobasket 2015 est qualificatif aux Jeux Olympiques Rio 2016. Voilà donc Mamadou Niang, le Gabon va jouer le match d'ouverture contre l'Égypte pour le compte d'essai de l'Afrobasket 2015. C'est l'occasion pour le Gabon de pouvoir s'affirmer cette fois-ci et montrer aux yeux du monde que le basketball gabonais peut rivaliser avec celui des autres pays africains. On l'espère, mais ce sera très difficile parce que le Gabon va rencontrer en match d'ouverture les vice-champions d'Afrique. L'Égypte a perdu la dernière édition à Abidjan contre l'Angola, qui est l'orgue du basket africain avec 11 titres au total. L'Égypte, c'est le vice-champion. Le Gabon n'est plus présent à cette compétition depuis 2005, donc de 2005 pratiquement 10 ans. Et quand tu reviens en Coupe d'Afrique après 10 ans, ça veut dire que tu réapprends. Donc ce sera très difficile pour le début, mais je pense qu'ils vont se battre. Ils vont se battre pour ensuite faire un bon match, puis faire une très bonne prestation. Ensuite maintenant, se projeter sur la suite. La particularité de l'Afrobasket, c'est que dans les différentes poules, au premier tour, aucune équipe n'est éliminée. C'est-à-dire qu'il y a une poule, des poules de 4. Les 4 équipes vont se rencontrer et ça va servir de classement. De classement dans chaque poule pour ensuite maintenant déboucher en forme de championnat, pour maintenant déboucher sur les éliminatoires directs, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc là, ils vont jouer les 3 matchs. Après, il y aura ensuite le classement. Si tu termines 4e, tu vas rencontrer l'équipe classée première de l'autre poule et ainsi de suite. Donc ça va se passer comme ça. Je pense que pendant ce temps-là, pour les 3 premiers matchs, les Gabonais vont se refaire. Et ensuite, ils vont essayer de faire tout pour éviter la 4e place. Parce que souvent, quand tu es à la 4e position, tu rencontres le premier. Et là, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais c'est un championnat d'Afrique qui va être très ouvert, toujours avec les mêmes favoris. On a l'Angola qui a 11 titres, c'est l'équipe la plus titrée d'Afrique. Le Sénégal et l'Égypte qui viennent en 2e position avec 5. L'Angola règne sans partage. Hein. L'Angola règne sans partage sur le basket africain depuis les années 85. Depuis 85 jusqu'à présent, pratiquement, c'est une équipe qui rave toutes les compétitions. Et il y a maintenant le Sénégal qui fait partie toujours des favoris. Il y a la Tunisie également qui avait remporté le trophée en 2011 et qui revient en compétition qui va organiser. L'Afrobasket également, c'est à l'image un peu de la CAN en football. Maintenant, les Africains font appel à leurs meilleurs basketteurs qui sont à l'étranger. Il y en a qui sont en NBA, d'autres qui sont dans les championnats espagnols, dans les championnats français. C'est ce qui fait un peu que le niveau est de plus en plus relevé à chaque compétition. Et le Gabon, on a quand même vu une qualification laborieuse lors de l'Afrobasket ici organisée à Libreville. Abdulaziz Maïga, est-ce que selon vous, le Gabon peut jouer un rôle qui fera en sorte que cette formation gabonaise puisse au moins atteindre les demi-finales, le dernier carré? On l'espère tous. C'est possible. C'est possible, et oui, je le dis, c'est possible parce que après 10 ans d'absence, le Gabon n'était pas à cette compétition continentale, et si elle se retrouve à ce niveau aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et cette jeune équipe, on peut espérer, on peut avoir confiance en cette jeune équipe parce que ce sont des jeunes qui ont des talents. J'ai suivi l'Afrobasket ici à Libreville, ça s'est très bien passé et l'équipe n'a pas démérité. Seulement si l'encadrement est refait, si encore on met plus d'arguments, on met les joueurs en confiance, je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir. Et le tout va se jouer lors du premier match face à l'Égypte. S'ils arrivent à sortir de ce match grandi, s'ils arrivent à sortir de ce match avec un score ou encore une victoire, j'espère que la compétition sera relancée. Et on espère voir les Panthères parmi les 4 meilleures équipes du continent. Du continent. Un petit pronostic par rapport au match contre l'Égypte. Contre l'Égypte, moi, sincèrement, je vois l'Égypte gagner. En fait, c'est la logique.
La logique, c'est Logiquement, logiquement. Il ne faut pas mettre la balle faut pas mettre la pression sur les Panthères qui reviennent en compétition, qui trouvent en place des équipes qui sont aguerries, qui ont l'habitude, qui jouent les championnats d'Afrique, qui jouent les championnats du monde, et automatiquement leur demander d'être parmi les 4 premiers. L'essentiel pour cette équipe, c'est de retrouver la compétition. Ils ont déjà retrouvé la haute compétition. C'est très bien. Maintenant, laissons-leur le temps d'entrer dans cette compétition, de prendre la mesure de leurs adversaires et ensuite d'essayer de bien se classer dans leur poule, de ne pas terminer. S'ils ne terminent pas 4e dans leur poule, s'ils terminent 3e ou 2e, je pense que c'est une très bonne performance déjà pour cette équipe qui revient en compétition internationale. Maintenant, en phase d'éliminatoire direct, le 8e de finale, c'est du 50-50. Mais laissons-le d'abord entrer dans cette compétition. Il faudrait que les Gabonais partent avec la mentalité de la gagne. On ne part pas en compétition, on ne part pas à la guerre. Toutes les équipes qui viennent en compétition viennent avec la mentalité de la gagne. Maintenant, la différence, c'est l'expérience. Mais on espère, je dis bien on espère, que ces Panthères ils seront hauts les verts jaunes bleus du Gabon lors de cette compétition parce que c'est une équipe jeune, c'est une équipe très talentueuse et si 10 ans ils étaient dans l'ombre et qu'ils reviennent à la surface aujourd'hui, c'est qu'ils ont milité fort, ils ont rencontré des équipes aussi aguerries. On ne dit pas que le Gabon ira à cette compétition pour gagner, mais le Gabon a des arguments à faire valoir lors de cette compétition. Alors donc on va entendre des rugissements de Panthères face aux pharaons d'Égypte. Ce serait peut-être un sacrilège que de voir les Panthères blasphémer les sarcophages des pharaons égyptiens. Ouais, ce serait déjà très beau de les revoir en compétition internationale, c'était déjà l'essentiel. Les retrouver en compétition en Coupe d'Afrique, en phase finale de l'Afro-Basket, comme les filles également dans quelques mois au Cameroun. Je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Maintenant, laissons-leur le temps de travailler, de revenir petit à petit pour retrouver le très haut niveau du basket africain. Voilà, nous avons fini avec le basketball, nous allons attaquer le thème de la semaine. Alors, il est le suivant, les joueurs africains ou les footballeurs africains pourront-ils animer les championnats européens comme souvent. On l'a vu avec des joueurs comme Georges Weah, le Libérien qui était au Paris Saint-Germain, qui est allé au Milan AC. On avait vu des joueurs comme le feu Jules Bocandé, le Sénégalais du FC Metz en France et Paris Saint-Germain, et bien d'autres joueurs, Abedou Pelé, aujourd'hui Gervinho et autres. Est-ce que, Mamadou, selon vous, cette année, les joueurs africains vont encore faire parler d'eux dans les différents championnats européens? Bon, je crois qu'ils sont déjà bien partis. Quand on voit un peu les résultats des premières journées des championnats européens, ils ont pratiquement scoré dans tous les championnats, que ce soit en Angleterre, en France, en Turquie, en Espagne. Il y a même des équipes, des joueurs qu'on n'a pas cités dans le reportage qui ont réussi les doublés. Samuel Eto'o a réussi un doublé en Turquie, Vincent Boubacar a réussi un doublé avec Porto, et d'autres équipes et d'autres joueurs, les Moussassons ont marqué. Donc c'est dans la continuité. Depuis quelques années, on sait que les footballeurs africains sont en train de confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Et si on les voit aujourd'hui dans les championnats européens, c'est parce qu'ils ont le niveau. S'ils n'ont pas le niveau, ils ne seront pas recrutés par les plus grands clubs européens. C'est ce qu'ils jouent en attaque. Ils ont montré un peu leur efficacité. Je pense qu'ils vont continuer dans ce sillage-là pour animer. Je pense que pour animer les championnats européens comme ils l'ont fait, comme ils sont en train de le faire depuis quelques années. Donc, ils sont bien partis. Oui, les footballeurs africains animeront cette année aussi les championnats européens. Abdelaziz Maïga. Et on reste sur la même longueur d'onde. Les footballeurs africains animeront certainement parce que, vu les deux premières journées du championnat français, anglais et allemand, je pense que les joueurs africains sont très bien affirmés. Ils ont très bien entamé ces différentes compétitions. Je prends l'exemple de Yaya Touré, je prends l'exemple d'André Ayou. Et Pierre-Emerick Aubameyang. Jordan Ayou. Des joueurs sur qui on André Ayou qui a également. Et la révélation de ce début de saison,
c'est déjà les frères Ayou. Jordan a scoré lors de la première journée, son frère aussi a scoré. Lors de la deuxième journée, le grand frère a encore scoré. Ce qui veut dire que les joueurs africains sont dans une spirale assez positive. On parle aussi de Bafemi Gomis, même s'il n'est pas, il est d'origine africaine. Ce sont des gens qui font la fierté des Africains en Europe. Et j'espère que ces Africains feront parler d'eux en bien lors de cette compétition, encore lors de ces différents championnats 2015-2016. Voilà donc à l'image de Didier Drogba ou encore de Samuel Eto'o, les joueurs africains selon Mamadou Niang et Abdelaziz Maïga vont faire parler d'eux dans les différents championnats européens. Je pense qu'on a fait le tour, Mamadou. L'émission a fait quasiment le tour. On nous fait signe que nous avons encore quelques minutes. Et puis pour continuer à parler de ces joueurs africains, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que l'apport des joueurs africains au niveau dans les clubs européens est tel que on peut s'attendre à des résultats, des répercussions au sein des équipes nationales africaines? Mais il y a déjà les répercussions sur la prestation des équipes nationales, parce qu'on voit un peu le niveau de la Coupe d'Afrique. Si aujourd'hui la CAN a atteint ce niveau, ça veut dire que tous ceux qui reviennent produisent également, reproduisent ce qu'ils font dans leur club avec leurs équipes nationales. Quand on prend Pierre-Emerick, qui va prendre encore beaucoup plus de poids au sein de l'attaque de Dortmund, les autres, les Yaya Touré, à chaque fois qu'ils reviennent dans leur club, ça fait un plus pour le football africain. Donc, espérons qu'ils vont garder cette forme, ils vont continuer sur cette lancée pour nous valoir ensuite prochainement une Coupe d'Afrique 2017 beaucoup plus relevée, beaucoup plus animée en termes de football, en termes de prestations. Je dis oui, ces footballeurs africains apportons plus au football africain, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, on leur souhaite une bonne saison et puis un bon parcours et puis qu'ils reviennent très en forme pour nous procurer des réels plaisirs durant la CAN 2017. Voilà, Abdelaziz Maïga, comme je disais tout à l'heure à Mamadou, on constate, c'est vrai, que les joueurs africains font de belles prestations au sein de leurs clubs respectifs en Europe, mais qu'au sein des équipes nationales, on ne retrouve pas cet engouement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'engouement au sein des équipes nationales? Je pense que cela peut être expliqué par l'encadrement, parce qu'en club et en équipe nationale, l'encadrement n'est pas pareil. Il y a des clubs. En club, c'est vraiment le professionnalisme aguerri. Et quand on revient en équipe nationale, il y a certaines équipes nationales africaines qui arrivent à suivre, à sortir du lot. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a certains qui sont encore à la traîne. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont performants en club et arrivés en équipe nationale, ils ne trouvent pas les mêmes joueurs, ils ne trouvent pas le même entraîneur ou encore le même sélectionneur. Le cadre n'est pas pareil, la politique n'est pas pareille. Il y a encore des gens qui mettent la politique au sport. Et du coup, quand le joueur professionnel arrive en club, les résultats ne sont pas pareils. Et cela, normalement, doit être revu pour que la politique ne doit pas être menée au sport et l'encadrement technique et professionnel doit être revu en Afrique au niveau de certains clubs. C'est bien vrai que nos joueurs défendent bien le continent africain à l'extérieur. On se pose la question des fois, pourquoi ils ne sont pas aussi performants? Donc, ce sont des questions à revoir. Normalement, si la CAF devait vraiment revoir ces questions pour que nos équipes nationales puissent mettre en place des stratégies à ce que ces joueurs professionnels puissent aussi bien s'intégrer en équipe nationale et porter haut leurs différents drapeaux lors des compétitions continentales et même mondiales. Ouais. Alors, Mamadou, tu penses à un ancien joueur qui t'a marqué Oui, tu viens de parler de son nom, François Bocandé, qui était un ami, qui a beaucoup fait pour le football sénégalais. Je crois que quelqu'un qui s'est toujours battu pour le football sénégalais, le football africain. Ouais. Quand il était en Belgique, il hébergeait même des footballeurs africains qui n'avaient pas encore de club. Donc, ma pensée va à Jules Bocandé, qui repose en paix. Merci. Abdelaziz Maïga, rapidement, un joueur. Je pense à Salif Keita. Oui, d'accord. Je pense à Salif Keita, aux Stéphanois et aux Marseillais, en passant par Abedi Pelé et autres.
Voilà, donc cette sport c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même plateau avec Mamadou Niang et certainement Michel Zioyi qui pour l'instant se trouve du côté de Oyem, où elle est en train de couvrir le championnat national de handball cadet et les championnats, oui, cadet et junior. Et vous aurez bien sûr les images de ces compétitions au cours de l'émission de lundi prochain. Cette sport c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Abdelaziz Maïga. Bonne fête. Merci. Merci à Mamadou Niang. Merci à lui. Mbolo. Merci à Aziz. Au revoir. À lundi prochain, on se retrouve, même plateau, même heure.